les plaquettes des parcours. Il y aura également l'enregistrement de cette conférence, ainsi que le flyer du groupe budget sur la taxe d'apprentissage, mais également le PowerPoint et d'autres documents à venir. Voilà, donc là, vous avez le code d'inscription. Vous pouvez également nous le demander a posteriori si vous n'avez pas accès ou si vous rencontrez un quelconque problème. Au milieu de cette conférence, nous ferons une brève pause pour vous présenter nos partenaires de parcours, mais également le groupe budget interviendra durant 5 minutes pour vous expliquer la taxe d'apprentissage. Et ensuite, nous reprendrons avec l'intervention Affaires européennes, qui sera la seule non enregistrée pour des soucis de droit à l'image. Le reste des enregistrements sera disponible, comme je vous l'ai dit précédemment, sur Moodle. Si vous avez des questions sur le chat, surtout adressez-les à l'ensemble des participants, parce que si vous choisissez un participant unique, on ne pourra pas relayer vos questions parce qu'on n'y aura pas accès. Je pense avoir fait le tour. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Courtier et ensuite je donnerai la parole aux intervenants dans l'ordre qui est présent justement donc, sur le déroulé. J'interviendrai à peu près quand on sera à 20 minutes et quelques pour pouvoir laisser le temps aux questions qui auront été posées au fur et à mesure. Voilà. Monsieur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Marie-Lou. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vais me présenter rapidement puisque vous ne me connaissez pas toutes et tous. Je suis professeur de sciences politiques à l'Université de Lille et directeur du master pour sa globalité, en même temps que responsable d'un des 6 parcours de ce master. Sur la fiche de cette très très belle conférence, vous avez le détail des 6 parcours. Alors, je vais commencer par féliciter les étudiants qui sont aux manettes pour l'organisation de cette conférence et vous expliquer la logique réseau, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ce sont des étudiants et des étudiantes qui sont en situation d'organiser ce type d'événement. Ce sont des enseignements que vous ne connaissez pas si vous êtes encore en licence. À partir du master, on vous apprend à utiliser une méthode de travail qu'on appelle la méthode de travail par projet. Et pour vous apprendre cette méthode, on vous inscrit dans des groupes thématiques et on vous confie des missions, la plupart du temps des missions que vous inventez. Et ici, le résultat d'une de ces missions, c'est cette conférence. C'est la 2e fois en 5 ans que cette conférence est organisée par le projet collectif des étudiants. Et c'est une seconde très belle réussite, à la fois par le plateau et le nombre des invités que vous avez, mais également par la qualité de la mobilisation qui a été réalisée, de vous voir énormément présent et intéressé par cet événement. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier tous les professionnels qui ont accepté de jouer le jeu et qui vont venir vous témoigner de leur expérience métier. Avec ces remerciements, je voudrais maintenant vous donner quelques conseils d'écoute et d'attention. Une conférence de métier, de professionnels, c'est réfléchir pour vous à 3 perspectives qui, en fonction de votre année d'études et du niveau de réflexion sur votre insertion professionnelle, sont 3 questions que vous n'avez peut-être pas encore envisagées. La première question, c'est une question qui va faire le lien entre certains de vos enseignements et cette conférence, c'est de découvrir des trajectoires professionnelles, un peu comme un sociologue. Comment ces personnes ont cheminé dans la vie à partir de cursus qui sont soit les vôtres, soit très proches des vôtres, soit différents des vôtres, et qui ont abouti à ce type de métier. Première réflexion, de voir pour vous, en termes de projection, comment est-ce que ces cheminements se sont faits, puisqu'ils vous éclairent, ils vous projettent un faisceau devant les 5, 10, 15 années qui se présentent devant vous. Deuxième piste, c'est d'être sensible, attentif au style de vie qui sont en jeu et au mode de travail. Ce sont des éléments de réflexion que vous devez avoir à, je dirais, une échéance si vous êtes en 3e année de 6 mois à 1 an, un peu plus si vous êtes en 2e ou 1re année. Une réflexion vraiment importante. Quel style de vie? Dans quel cadre souhaitez-vous travailler? C'est
dans un cadre étatique, un cadre de collectivité, un cadre d'une entreprise, d'une association? Est-ce que c'est dans un cadre urbain, un cadre métropolitain, national, européen, etc. Mode de travail, est-ce que vous allez travailler en équipe, plutôt en freelance, plutôt en agence? Dernière perspective, et j'en aurais terminé là, on pourra passer après ça au vif du sujet. Vous êtes à votre âge dans une perspective où le court terme l'emporte sur le moyen et le long terme. Avec cette conférence, c'est une façon de vous projeter sur des échéances déjà de moyen terme. Comment est-ce que vous allez franchir comme mode de réflexion les années d'études dans lesquelles vous êtes pour vous projeter à au moins 5 ans? Et la grande question qui doit être la vôtre, c'est est-ce que tout ce que ces personnes vont me dire peut me susciter, me donner envie de m'investir à 4-5 ans? D'autres réflexions pourront venir, parce que beaucoup de ces personnes vont vous montrer que la vie professionnelle n'est pas toujours linéaire et ne dure pas comme ça. Donc, vous pourrez faire des projections plus longues. Mais déjà, si vous pouviez commencer par inscrire cette réflexion sur les 4 ou 5 ans qui suivent votre sortie d'études, je trouve que ça serait un exercice parfaitement salutaire. Voilà, je vous remercie d'être attentif et attentive, de poser des questions et bien sûr de retirer le maximum de cette conférence. Après, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers les autres responsables de parcours pour poser des questions plus ciblées, s'il vous en vient, grâce au Moodle que vos camarades de M2 ont mis à votre disposition. Bonne conférence. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je vais laisser la parole maintenant à monsieur Cognam. N'hésitez pas à me dire si j'écorche vos noms de famille. Et voilà, donc je vais vous laisser vous présenter pour une vingtaine de minutes. Dans 20 minutes à peu près, je reviendrai vers vous pour les questions et Marie pourra reléguer les questions des étudiants. Est-ce que vous m'entendez ? On ne vous entend pas. Est-ce que vous nous entendez? C'est bon, d'accord. Mon micro a été coupé. Super, donc je vous entends très bien, je ne sais pas comment vous m'entendez aussi. Merci en tout cas effectivement d'avoir maintenu cette conférence parce que c'est important d'avoir ces échanges et puis ça change un peu des cours en Zoom, donc c'est bien. Donc pour une fois, ça change un peu. Alors j'espère terminer avant 20 minutes. Voilà, parce que j'aime bien plutôt avoir des questions et des échanges, donc c'est plus sympa. Et j'espère vraiment répondre à vos attentes et notamment aux attentes aussi que Monsieur le directeur Courty vient de dire, c'est justement d'arriver à ce que vous puissiez à vous toutes et à vous tous avoir une idée un peu de ce que peut être les métiers de la territoriale et quel parcours voilà on peut avoir comme effectivement comme des sociologues pourraient observer le mouvement professionnel des uns et des autres. Alors pour expliquer un peu mon parcours, je suis entré dans la fonction publique en 98, donc c'était comme on va dire au siècle dernier, voilà. C'est bien de dire ça. Et après avoir obtenu une licence de biologie-géologie, et après cette licence biologie-géologie, j'ai arrêté mes études en maîtrise parce que voilà, après la biologie, les premiers cours étaient de la dissection des rats vivants. Voilà, et j'avoue que j'avais pas forcément fait mes études pour faire ça. Donc je me suis aperçu que j'étais pas vraiment dans le bon cursus. Et donc je me suis orienté en lettres. Et j'ai passé une licence de sciences du langage option langue des signes française. Alors, vous voyez, totalement différent, avec un rattrapage des cours de DOG, parce qu'à l'époque c'était DOG licence maîtrise. Et pour intégrer finalement la mairie de Lille, donc à l'époque sur des contrats emploi jeunes, donc ça ne nous rajeunit pas non plus, mais des contrats qui permettaient de recruter, de créer des nouveaux services et de nouveaux emplois dans la fonction publique. Et j'étais recruté en tant qu'interface de communication, c'est-à-dire grâce à la langue des signes, je permettais de traduire ce que disaient les Lillois et Lilloises, ou en tout cas administrés sourds et malentendants, vers l'administration qui souhaitait justement s'orienter et développer son approche
vers les personnes sourdes malentendantes. Et donc, ça a été un nouveau métier. Donc, c'était la première fois qu'une collectivité embauchait à plein temps un interprète, entre guillemets, en langue des signes, mais plutôt un interface de com. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir faire ça. Donc, comme quoi, la licence de biologie et la licence de sciences du langage LSF peut amener à la fonction publique territoriale. Donc là, en emploi jeune, j'avais un contrat privé, bien évidemment, mais le deal était de passer à un concours de la fonction publique, ce que j'ai fait. J'ai passé le premier qui se présentait à moi, c'était catégorie C, adjoint administratif, donc que j'ai eu. Et donc l'année suivante, donc au bout de 2 ans, j'ai été recruté en tant qu'agent de la fonction publique, catégorie C. Alors voilà, des fois il faut commencer un peu petit. Quand on a un bac plus 3 ou un bac plus 4, oui, on passe des concours de catégorie C. Voilà, c'est des fois le deal à engager. Donc voilà, il faut pas se poser de questions forcément sur le niveau du concours. Il faut surtout y aller si on a envie d'en passer pour intégrer la fonction publique si on a envie de l'intégrer. Et dans ce cas-là, donc j'ai fait 3 ans d'interface de communication. Et pendant ce temps-là, on m'a toujours dit, donc le DRH que j'avais à l'époque m'a toujours dit surtout ne t'arrête pas dans le développement de tes compétences et continue à creuser et à développer tes compétences, ne te pose jamais sur tes lauriers, mais utilise ces compétences comme des bases. Et j'ai suivi son conseil. Et dans ce cadre-là, je me suis posé et je me suis dit, voilà, je connais le milieu du handicap, je travaille au service personnes handicapées. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'ai passé un diplôme d'ergonome, donc qui existait à Paris, un diplôme d'ergonomie dans la fonction publique, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, mais qui me permettait, dans l'objectif plus tard, de travailler surtout dans l'aménagement des postes des personnes handicapées, donc d'adapter l'ergonomie des postes de travail. Et voilà, c'était quelque chose d'intéressant qui m'intéressait, mais après avoir obtenu mon diplôme, on est venu me chercher, donc la DRH est venue me chercher, puisque l'élu à la culture à l'époque, à la ville de Lille, cherchait un assistant. Donc voilà, pour une fois, c'était pas une assistante, mais un assistant. Pour aider l'adjointe à la culture à mettre en place Lille 2004, capitale européenne de la culture, et notamment de coordonner ses actions à elle en tant qu'élue et en lien avec les autres élus de la métropole, la préfecture, les pompiers, les services culturels, les associations. Et donc voilà, je ne connaissais rien à la culture, mais quand on vient vous chercher, c'est un peu dur de dire non. Voilà, il faut bien oser, c'est assez valorisant quand même. Et puis c'est un challenge dans ce cas-là de passer du handicap à la culture. Donc j'ai dit oui. J'y suis resté 7 ans, voilà, où j'ai vraiment découvert un milieu très intéressant qui est le milieu d'une part politique, celui des élus et aussi celui de la culture. Donc c'est très très intéressant. Et donc après 7 ans, pendant ces 7 années, j'ai passé mon concours d'attaché territorial que j'ai obtenu, voilà, du premier coup. Donc j'étais assez content de moi pendant ce poste. Et en sachant que quand on est auprès d'un élu, quand l'élu change, quand on est assistant d'un élu, on ne reste pas pour le futur élu. Donc lorsque l'élu est parti, le DRH de l'époque m'a dit voilà, vous connaissez le handicap, vous êtes attaché territorial, vous avez un diplôme d'ergonome, nous on a envie de s'occuper de la santé au travail, donc on voudrait utiliser vos compétences en tant qu'ergonome. Donc effectivement, donc comme quoi j'avais eu raison de passer mon diplôme en ergonomie dans la fonction publique. Donc j'ai intégré dans ce cas-là la RH pour travailler sur l'ergonomie des postes de travail. Et donc travailler notamment sur l'étude des conditions de travail, la pénibilité au travail, des auxiliaires de puériculture, des auxiliaires de soins en maison de retraite, des agents d'entretien, des reapers, des agents des espaces verts. Voilà, donc tous ces agents qui ont des métiers très compliqués, en tout cas très pénibles. Ce métier a été très intéressant et
avec toutes les rencontres que j'ai pu faire, là, une nouvelle fois, on est venu me chercher au département du Nord. Le DRH, enfin le futur DRH, faisait un peu sa prospection sur comment changer un peu l'approche RH au département du Nord. Et dans ce cadre-là, il est venu prendre des conseils auprès de moi sur savoir comment on pouvait intégrer l'ergonomie dans les postes de travail, dans la réflexion globale sur l'amélioration des postes de travail au département, sachant que le département a 8000, plus de 8000 salariés. Donc, vous imaginez bien que réfléchir sur les conditions de travail des agents qui sont à Dunkerque et jusqu'à Cambrai, c'est un peu différent avec plus de 250 métiers différents. C'est assez compliqué. Et voilà, les conseils que je lui ai donnés et les différentes approches, entretiens qu'on a eu ensemble, après ils lui ont plu. Et dans ce cadre-là, il est venu me chercher pour me demander d'être responsable du futur service conditions de vie au travail. Donc pareil, là dans ce cas-là, on dit pas non. Donc c'était assez intéressant en termes d'évolution professionnelle. Surtout quand on regarde en arrière et qu'on se dit voilà, quelques années avant, on était emploi jeune, payé au SMIC, voilà, et donc maintenant on va se retrouver responsable d'un service conditions de travail dans le plus grand département de France. Donc on se dit c'est assez intéressant. Et dans ce cadre-là, donc pendant plusieurs années, pendant plus de 3 ans, j'ai travaillé sur la mise en place des conditions de travail, d'amélioration des conditions de travail et surtout l'organisation de la santé au travail au département du Nord. Et je suis plutôt quelqu'un qui change de métier assez régulièrement. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 ans, j'aime bien changer de métier. La fonction publique a cet avantage qu'on peut bouger assez facilement, quoique certains peuvent en dire ou en penser. On bouge assez facilement à partir du moment où on commence à chercher et qu'on se donne les moyens de changer de poste et changer de métier. En fait, je trouve que quand on est au bout de 2 ans, au bout de 3 ans sur un poste, voilà, si on a bien fait son travail, tout roule. Et moi, je suis plutôt du genre à me dire, voilà, la première année, là, j'y vais à fond et je mets en place ce qu'on m'a demandé de mettre en place. Je me donne 1 an. La deuxième année, c'est censé consolider et améliorer ce qu'on a mis en place la première année. La troisième année, c'est censé fonctionner. Donc, si c'est censé fonctionner, au final, vous n'avez plus à apprendre grand-chose, mais par contre, vous pouvez éventuellement donner votre service, votre direction à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, comme vous, peut simplement avoir eu son concours d'attaché territorial assez récemment, n'a pas beaucoup d'expérience en management, par exemple, mais on se dit on peut lui laisser un service entre guillemets tranquille, assez facile à gérer d'une façon managériale, sur lequel il suffira simplement d'apporter la nouvelle pierre et un regard nouveau sur sa prise de poste. Et donc dans ces cas-là, je me dis autant aller voir ailleurs si j'y suis et découvrir de nouvelles expériences, rencontrer de nouveaux collègues, apprendre de nouvelles choses et apporter mes compétences sur d'autres domaines. Et c'est pour ça qu'après avoir travaillé sur la santé au travail, j'ai cherché un peu ailleurs et j'ai voulu retourner dans le handicap. Et là encore, on a répondu favorablement à une candidature que j'ai posée au niveau de la Maison départementale des personnes handicapées, à la MDPH du Nord, sur lequel il y avait notamment une grosse thématique de retard de traitement de dossiers, de délai de traitement et de mal-être des agents à la MDPH. Et avec mon regard d'ergonome, de responsable des conditions de travail, donc il était intéressant à la MDPH à l'époque de pouvoir me recruter en tant que responsable adjoint de secteur, donc de gérer une équipe d'une trentaine d'agents qui vont de l'administration aux médecins, à l'assistante sociale, à la psychologue, donc voilà, donc des métiers totalement différents et donc des approches de métiers totalement différents pour arriver à coordonner tout ça et surtout réduire les délais de traitement. Voilà, au bout d'1 an, on était passé de 18 mois de traitement des dossiers à 5 mois. Voilà, donc
avec aucun absentéisme, des agents qui se sentaient beaucoup mieux et qui avaient retrouvé un sens donné à leur travail. Donc, je trouve que voilà, j'avais rempli mon taf. Voilà, et donc au bout de 3 ans, pareil, j'ai décidé de partir et j'ai postulé pour être inspecteur à l'inspection générale des services au département du Nord. Alors, c'est quoi un inspecteur à l'inspection générale des services du département du Nord? Un inspecteur à l'IGS, c'est quelqu'un qui dépend directement du président et qui, au sein d'une équipe, sous la hiérarchie d'un directeur ou d'une directrice, répond à des missions données directement par le président sur des dysfonctionnements qui existent au sein d'une collectivité. Alors, on entend souvent parler plutôt au sein de la police nationale, de l'IGPN, la police des polices. Nous, on est un peu la police des agents du département, si on veut faire un petit parallèle. Et donc, on enquête sur des missions de détournement de fonds publics, d'escroquerie financière, de harcèlement sexuel, voilà, donc de dysfonctionnements qui peuvent exister, sur lesquels le président cherche des réponses, et notamment de pouvoir lui apporter des pistes d'amélioration des fonctionnements internes. Voilà. Et à côté de ça, il faut jamais oublier sa vie privée. Et donc, pendant tout ce parcours, lorsque j'ai découvert le métier d'assistant des lieux à la culture et que j'ai découvert le métier culturel, j'ai décidé de passer un diplôme de médecine des arts, parce qu'il existe les médecins du sport, mais il existe aussi une formation qui existe en médecine des arts. Donc, j'ai repris alors pas ma formation de médecin, puisque ergonome était déjà suffisant pour intégrer cette formation. Mais voilà, donc j'ai passé 2 ans de formation alors que j'étais au département du Nord en tant que responsable des conditions de travail, de diplôme de médecine des arts sur Paris et Montauban. Et j'ai monté une association après avoir eu ce diplôme. Et aujourd'hui, je repars en formation pour passer un diplôme de posturologue, voilà, pour développer mes compétences sur le bien-être. Donc, on reste dans le bien-être, mais sur le bien-être des musiciens, des acteurs, des chanteurs, des danseurs, dans une vie parallèle à ma vie professionnelle, mais plutôt une vie associative, voire, pourquoi pas, extra-professionnelle, en montant, pourquoi pas, une société ou voilà, en parallèle dans mon métier d'inspecteur. Voilà, donc tout ça pour vous dire que comme disait Monsieur Courty, le métier dans la fonction publique territoriale n'est jamais linéaire, et fort heureusement, il n'est pas linéaire. Et l'idée, c'est surtout de mener vous-même votre vie professionnelle. Vous allez vivre une vie professionnelle très longue, puisque plus ça va, plus les départs à la retraite sont de plus en plus tardifs. Donc l'idée, c'est de ne pas s'ennuyer. Et le fait de changer de métier tous les 3-4 ans, je ne m'ennuie pas. Ça fait depuis 98 que je ne m'ennuie pas. Je ne me suis jamais ennuyé sur aucun de mes métiers. Je me suis toujours éclaté vraiment sur chacun de mes métiers. Et je pense qu'il n'y a que la fonction publique qui peut apporter ce genre de possibilité de pouvoir changer de métier régulièrement. Et à partir du moment où éventuellement un métier ne me plairait plus, ben, je peux en changer. Donc voilà, donc c'est moi qui ai mon avenir professionnel en main, et c'est moi qui décide. Donc je m'appuie sur mes compétences, je développe mes compétences, je suis des formations, diplômantes ou non diplômantes, pour dans la perspective d'évoluer et d'apporter des compétences supplémentaires à la fonction publique, parce que le but c'est de rendre un service public, mais aussi de pouvoir aller jusqu'au bout de mes envies, voilà, professionnelles. Voilà, j'espère vous avoir développé un peu pas mal de choses, et voilà, je suis prêt à répondre à vos questions s'il y en a.
Oui, c'était très clair. Merci beaucoup pour votre intervention. Du coup, je vais laisser la parole à Marie qui va pouvoir vous relayer les différentes questions qu'on a eues pendant votre intervention. Il y en a eu plusieurs, donc on va vous dire il y a à peu près 5 minutes. Donc, on va faire dans l'ordre ce qui est possible. Donc, je lui laisse Super. prendre la parole. Vous m'entendez bien, j'espère. Bonjour, Monsieur Cognam, bonjour à tous. Du coup, je vais reléguer certaines des questions, sûrement pas toutes parce qu'on n'aura pas le temps, qui ont été posées dans le chat. La première étant, est-ce qu'il existe encore l'équivalent des contrats jeunes? Alors, l'équivalent des emplois jeunes, c'est des contrats aidés. Donc, oui, bien évidemment, il y a des contrats aidés dans les fonctions publiques. Après, il n'y a plus l'équivalent des emplois jeunes. Voilà, parce que l'idée à l'époque, c'était vraiment de recruter des personnes qui avaient, d'une part, des diplômes assez élevés mais qui n'arrivaient pas à trouver d'emploi, soit qui étaient éloignés de l'emploi et qui étaient dans des quartiers dits difficiles, politiques de la ville, etc. Donc, il y a encore beaucoup de contrats aidés, même si les contrats aidés dans la fonction publique il y a eu un coup d'arrêt il y a quelques années, mais voilà, il y a toujours des contrats aidés et toujours des possibilités d'avoir ce type de métier. Mais surtout, l'idée, c'est d'appuyer. On a tous forcément des compétences et il faut pas hésiter non plus à dire quelles sont vos compétences parce qu'elles peuvent être totalement peut-être vous paraître un peu extérieures à ce que peut faire la fonction publique, mais la fonction publique est souvent novatrice et quoi qu'on en dise, et elle ne rechigne très rarement à embaucher des personnes qui ont des idées et qui sont novateurs. D'accord, très bien. Merci pour cette réponse. On a aussi une question par rapport aux révisions. Comment est-ce qu'on révise le concours d'entrée, le concours d'attaché territorial et quelles sont les épreuves au concours? Alors, les épreuves, il faut en avoir avec les nouvelles réglementations. Je ne pourrais pas vous dire exactement où ça en est parce qu'il y a avec le Covid, etc., il y a des modifications. Par contre, pour réviser, ça, la révision, c'est vous tenir au courant, en tant qu'attaché territorial, vous devez vous tenir au courant de l'actualité. Vraiment, ça c'est vraiment la base. Surtout, moi, ce que j'ai fait, alors j'ai passé mon concours, j'ai révisé, j'ai pris 3 semaines j'avais que 3 semaines pour réviser, parce qu'en tant qu'assistant des lieux de la culture, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc il n'y avait pas beaucoup de temps pour réviser. Mais en fait, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de lire des dossiers thématiques. À l'époque, je lisais beaucoup de dossiers thématiques qui paraissaient dans Le Monde ou dans des revues spécialisées, Le Monde diplomatique par exemple, donc voilà, ou le monde des livres, le monde général. Voilà, donc ce journal est vraiment fondamental. Mais aussi, si vous n'avez pas forcément l'occasion d'acheter Le Monde ou d'être abonné, il y a la Gazette des communes. Alors ça vaut pas Le Monde, hein, voilà. Donc, mais c'est une revue qui est très importante dans le monde territorial. La lettre du cadre territorial et la Gazette des communes font souvent des dossiers thématiques, des bons sites internet qui vous permettent vraiment d'avoir une vision transversale des informations. Si vous voulez vraiment réviser le concours d'attaché territorial, c'est pour moi la seule façon de bien réviser, c'est de vous tenir au courant tous les jours de l'actualité, de forger votre point de vue, puisqu'on attend des attachés territoriaux qu'ils aient un point de vue et qui sont capables de prendre des décisions et de pouvoir avoir une culture vraiment générale et une culture territoriale. Donc, réviser vraiment des dossiers thématiques. Quand vous voyez qu'il y a un magazine en librairie qui sort avec un dossier thématique sur la protection de l'enfance, sur la gestion des mineurs non accompagnés, sur l'absentéisme dans la fonction publique. Vous avez souvent des dossiers comme ça. Achetez-le, lisez-le, commandez-le sur Internet, mais vraiment documentez-vous. C'est souvent des dossiers qui vous permettent d'avoir une vision suffisamment transversale des sujets qu'on vous posera, soit à l'écrit, soit à l'oral du concours d'attaché. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Je pense qu'ils sont très utiles pour les étudiants concernés, intéressés. On va certainement devoir terminer sur une dernière question par rapport plutôt au recrutement.
Comment se passe le recrutement dans la fonction publique après le concours? Postulez-vous à des postes dès que vous avez eu votre concours? Alors, donc, oui, quand vous avez eu votre concours, faut pas. Alors, vous pouvez postuler dans la fonction publique sans avoir eu votre concours, hein. Il y a des postes aussi, des postes contractuels sur lesquels il n'y a pas forcément besoin d'avoir un concours. On recrute, aussi sur diplôme et sur des missions. Bien évidemment, la priorité, c'est de recruter des titulaires, enfin des personnes qui ont le concours ou qui sont titulaires de la fonction publique. Lorsque vous avez votre concours, n'hésitez pas à regarder. Donc, il y a un site qui s'appelle, sur le site du centre de gestion. Voilà, vous tapez centre de gestion du Nord. Vraiment, vous avez tous les sites, toutes les offres des postes libres. Il faut également regarder sur les sites directement des sites des collectivités, parce que tous les postes ne sont pas forcément diffusés au niveau des centres de gestion. Donc, allez directement sur les sites internet des collectivités dans la partie recrutement et vous postulez directement en stipulant bien que vous avez donc obtenu le concours et quel concours vous avez. Après voilà, quand vous avez passé les entretiens, alors des fois il y a 1, 2, 3, 4 entretiens, ça dépend des postes, il y a des mises en situation, des examens, des tests psychologiques qu'on appelle des tests performance. Donc en fonction de l'importance du poste que vous allez avoir. Donc souvent il n'y a pas qu'un seul entretien, hein. Donc préparez-vous quand même à avoir au moins 2 voire 3 entretiens, surtout pour les postes d'attachés territoriaux. Et lorsque vous aurez réussi ces postes, vous avez 1 an de stage. Donc voilà, donc vous êtes recruté en tant que fonctionnaire stagiaire. Et au bout de la première année, si vous avez été exemplaire comme tout fonctionnaire et que voilà votre travail est conforme à ce qui était attendu, vous serez titularisé de la fonction publique. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Malheureusement, on ne va pas pouvoir, pardon Marie-Lou, on va pouvoir continuer, mais n'hésitez pas à envoyer les questions à l'adresse mail indiquée dans le chat pour celles qu'on pourra reléguer pour plus tard. Oui, et surtout, n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure pour qu'on puisse anticiper le regroupement de questions pour essayer de répondre au maximum d'étudiants. Du coup, je vais maintenant… Merci, Monsieur Cognam, vraiment. Il y a eu beaucoup de remerciements sur le chat. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais merci pour votre intervention. Merci à vous. Il n'y a pas de souci, vraiment, au plaisir. Monsieur Bouloucher, si je prononce bien, je vais pouvoir vous laisser la parole et pour une vingtaine de minutes, pareil, à peu près, et on passera aux questions par la suite. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est ravi de pouvoir faire ce témoignage et conseil sur votre orientation professionnelle. Donc, je me présente, Michel Bouchard, donc gérant d'une coopérative de conseil basée à Lille. Et donc, je vais vous passer en revue rapidement mon parcours pour vous donner aussi des billes, des fois des orientations qui peuvent peut-être vous inspirer, expliquer le monde du conseil et des cabinets de conseil, parce que là, on a parlé essentiellement de fonction publique, mais tourne autour de la fonction publique tout un milieu privé qui accompagne les collectivités. Et un petit crochet par une partie recherche, c'est la spécificité de mon parcours qui vous montrera comment on peut aussi continuer à faire de la recherche malgré l'activité professionnelle. Donc, pour démarrer, peut-être repartir quand même sur un parcours. Moi, j'ai démarré première année de droit après le bac, qui s'est très mal passé. Et en gros, pour vous dire aussi que des fois, un échec d'orientation ou de goût n'est pas forcément synonyme d'échec dans toute la vie professionnelle, mais au contraire, cet échec, j'en ai profité pour bien réfléchir à ce qui me plaisait. Et à l'époque, j'ai pu, on va dire, grignoter plein de petits cours. C'est de la magie à l'époque de la fac présentielle, hein, mais de pouvoir aller dans des cours et de découvrir des missions, des interventions. Et je me suis orienté dans un deuxième temps sur administration économique et sociale, AES, qui existe encore, hein,
dans lequel j'ai pu passer 2 ans en licence et s'ouvrir les métiers de la science politique à cette époque-là. On parle de l'année 2010, 2006-2007 jusqu'à 2010. Et donc, puis m'inscrire dans une licence sciences politiques à l'époque. C'est à partir de la licence que j'ai clairement pris, on va dire, pris mon pied à faire de la formation et à faire ces études supérieures. Et c'est là que j'ai découvert en fait le milieu de la science politique pour après m'orienter donc Master 1 et Master 2 en ingénierie de projet politique urbaine. Je rassure déjà tous les étudiants, quand je suis rentré en Master 2 ingénierie de projet, à la question qu'on nous posait depuis la 3e, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, j'étais incapable encore d'y répondre. Il y a beaucoup d'étudiants dans lesquels je donne des cours aujourd'hui qui disent qu'est-ce que je vais faire plus tard, ben, vous inquiétez pas. Il ne faut pas forcément répondre à cette question. C'est à vous de mener votre projet et finalement, il y a des métiers peut-être que vous ne connaissez pas. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir les découvrir et je pense que cette conférence en fait partie. Donc, au niveau du master, on a un master orienté politique urbaine, politique sociale, politique de la ville, aménagement. Donc, c'était très large et de fait, le côté généraliste était un atout parce que ça permettait de toucher à plein de sujets. Et donc, dans ce cadre-là, on avait un stage de fin d'études à faire de 6 mois. Et il y a eu une conférence à l'époque d'une gérante de cabinet de conseil qui est venue présenter les métiers et qui m'a particulièrement passionné. Donc, j'ai postulé à des stages. Et aussi, la magie de ces trucs-là, c'est que vous avez le même jour, des fois, 3 offres de stage qui vous donnent un accord et vous devez choisir. Donc, j'ai choisi dans cette boîte qui est aujourd'hui Extracité. Donc, je n'ai qu'une expérience, je n'ai pas changé de métier tous les 3 ans, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait mon stage. À la fin du stage, j'ai eu la chance d'avoir un poste de chargé de mission. Donc, en fait, un chargé de mission, c'était celui qui accompagnait, aidait, faisait envers toute la petite main, le travail de back-office, de mission de conseil, de préparation de mission, pour ensuite passer consultant. Donc cadre, développer ma spécialité, et on va y revenir, et monter les échelons dans le cabinet. À côté de ça, et c'est aussi lié à ce que je disais en intro, finalement, quand j'ai fini mes études, c'est là que je me suis dit, mais ça me manque. C'est-à-dire que c'est seulement à la fin, finalement, de la 5e année, j'avais dit, mais j'ai l'impression de ne pas être allé jusqu'au bout. Ça me manque le côté enseignement et j'ai entendu parler du dispositif CIFRE, donc c'est CIFRE, dispositif CIFRE qui permet de faire une thèse en entreprise. Donc il faut savoir que si un jour vous voulez aussi jongler entre activités professionnelles et avoir une expertise sur un sujet, vous pouvez développer une thèse sur un dispositif CIFRE qui permet de l'amener et d'être financé au sein d'une entreprise qui vous accueille. Donc, l'entreprise peut être une association, une entreprise classique, une collectivité aussi. Et vous avez 3 ans de financement pour faire votre thèse et vous devez la soutenir comme bon tout doctorant. Et ce qui fait que, voilà, au bout d'1 an de présence dans l'entreprise, j'ai monté un projet de recherche et j'ai obtenu une subvention pour avoir un CIFRE, une CIFRE de recherche sur la question de l'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'économie sociale et solidaire, je l'ai découvert en 5e année. Clairement, pas avant, je ne connaissais rien du sujet quand on était en 5e année. Donc, aussi pour assurer que, on va dire, le côté se spécialiser et être expert au niveau de la formation, c'est pas forcément, enfin, faut pas s'inquiéter de ça. Ça peut arriver aussi sur le tard et sur votre orientation professionnelle de stage. Donc, j'ai mené la thèse en 5 ans. C'était toujours difficile d'aligner activité professionnelle et recherche et que j'ai soutenu en 2017 à Lille 2. Voilà, et aujourd'hui, je suis toujours en cabinet. Dernier point du parcours, au sein du cabinet, et c'est une spécificité, on est une coopérative. Donc, une SCOP, c'est ce société coopérative, c'est-à-dire que le cabinet, il appartient à ses salariés. Aujourd'hui, la boîte appartient à ses salariés. Et j'en suis aujourd'hui le gérant. C'est un gérant élu. En gros, on met du capital dans la structure, mais ce sont les autres associés qui vous désignent sur la base d'un projet. Et aujourd'hui, je suis donc à la fois gérant de la coopérative et toujours consultant en économie sociale et solidaire. Cabinet de conseil, c'est quoi ? Vous avez eu l'intervention de fonctions publiques, de collectivités juste avant. Aujourd'hui, il y a énormément de collectivités
qui font appel à des cabinets pour une recherche d'expertise, une recherche aussi de tiers intervenants, de diagnostic de territoire, voire même de formation. Concrètement, nous, on intervient en appui, en soutien, en conseil des fonctionnaires territoriaux et des élus. Alors, notre spécificité, c'est de travailler sur les fonctions publiques territoriales, mais on intervient aussi pour l'État, des fois auprès des ministères et auprès des services préfectoraux. Concrètement, c'est des marchés publics. Alors, ça peut paraître très compliqué, mais c'est-à-dire qu'une ville comme Lille ou n'importe quelle commune ou une intercommunalité lance un marché public pour chercher des experts, chercher des spécialistes sur une question. Par exemple, actuellement, je travaille sur un territoire qui veut réfléchir à comment développer les circuits courts alimentaires sur son territoire pour approvisionner ses cantines scolaires. Techniquement, en interne, c'est pas qu'il n'y a personne qui peut s'en occuper, mais c'est que, à la fois en termes de moyens et en termes d'expertise, ils ont besoin d'avoir des personnes qui connaissent ce sujet, qui savent vers qui se tourner, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment ça fonctionne, et de mener une mission de conseil. Donc, grosso modo, on est comme des avocats, en quelque sorte. On intervient vraiment comme de l'expertise juridique, technique, politique. On est apolitique. Ça, après, c'est la spécificité de notre cabinet, mais on tient à vraiment se positionner sur un volet apolitique, c'est-à-dire qu'on est rattaché à aucun parti politique. On intervient, entre guillemets, pour toute forme de collectivité, qu'importe leur étiquette politique. Et on nous demande une mission de conseil avec des livrables à faire, des missions à réaliser et des études de faisabilité à réaliser. Donc, grosso modo, aujourd'hui, la coopérative, on est 15 salariés. Tout le monde pourrait être des fonctionnaires dans les collectivités. Des fois, on a même des fonctionnaires qui font l'aller-retour, hein, qui quittent la fonction publique pendant un temps, qui vont faire un peu de métier de conseil et qui reviennent dans la fonction publique. On a une connaissance de la fonction publique, on a une connaissance des collectivités territoriales, et c'est pour ça que la formation aux sciences politiques est parfaite, parce que vous avez une connaissance assez généraliste de tout ça. Grosso modo, on réalise une quinzaine de missions par an, par personne, en équipe de 3 personnes, sur la France entière, et en fonction des marchés publics qui sortent de différentes collectivités. Là où je disais qu'on n'a pas changé de métier, enfin, je n'ai pas changé de métier depuis 10 ans, voilà, c'est aussi que le métier est particulièrement varié, diversifié. Quand vous vous baladez en gros toute l'année sur différents territoires, vous rencontrez du monde, vous avez des missions, donc quand même une mission, elle commence à être un peu compliquée, vous en avez marre, elle sera finie, donc vous pouvez avoir d'autres activités. Et aujourd'hui, le métier du conseil se développe énormément, un peu sur la vague aussi de la réduction du nombre de fonctionnaires. Il ne faut pas se cacher. C'est qu'indirectement, beaucoup de collectivités n'ont plus les moyens de recruter des fonctionnaires ou même ont du mal à recruter des fonctionnaires sur des thématiques et donc préfèrent faire appel à des cabinets extérieurs. Donc, ils externalisent l'intervention et on fait un peu le pari de faire appel à un extérieur qui réalisera une mission de fonction publique. Concrètement, le métier du conseil, souvent on dit que c'est pour des personnes en fin de carrière. Et souvent on le présente aussi, voilà, il faut avoir une expertise, il faut avoir 15 ans d'expérience. Là où les témoignages en veulent la preuve, c'est que clairement quand j'ai démarré, j'avais à peine un stage dans un syndicat intercommunal dans lequel j'avais pu passer un stage d'été, mais je n'avais pas d'expertise en fonction publique. Après, il faut être humble, on démarre chargé de mission, on ne commence pas à faire du conseil tout de suite, on fait de la méthodologie, on réfléchit à des diagnostics, on fait de l'analyse statistique. Il faut passer par ce cadre-là pour bien comprendre. Et c'est au fur et à mesure des années, moi je dis c'est au bout de 4-5 ans, j'ai pu commencer à développer vraiment une fonction de conseil. La thèse ayant aidé parce que ça permet d'avoir une expertise sur l'économie sociale et solidaire et qu'au bout d'un moment, on vous appelle parce que vous êtes expert d'un sujet. Mais concrètement, voilà, je n'ai pas attendu 30 ans de carrière pour devenir consultant. Aujourd'hui, la moyenne d'âge du cabinet, c'est 29 ans. On est 15, 29 ans, clairement, on n'est que sur des personnes qui sont en début de carrière professionnelle et qui ont développé des thématiques d'intervention et des expertises au fur et à mesure de leur mission. Le métier, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets. Nous, on est en structure coopérative. C'est vrai que c'est une spécificité et c'est ce qu'on défend. Mais après, vous avez des cabinets classiques, même des très gros cabinets qui sont des fois dans l'ordre de l'expertise comptable
ou du financier. Je pense à des KPMG, des Ernst & Young qui développent des filiales accompagnement public, mission de conseil. Il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur et c'est un secteur qui est aujourd'hui en développement, qui est, voilà, pour moi, qui recrute et qui est une piste. Il ne faut pas avoir peur de parler privé. C'est du privé, alors moi, pour nous, notre part, du privé non lucratif, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à s'enrichir plus que notre travail, mais au niveau rémunération, comme je le dis, c'est important. Après 10 ans d'expérience, on est sur des salaires aux alentours de 3 000 3 500 euros net par mois. On ne va pas s'en plaindre, clairement, même si ça demande une charge de travail qui est assez conséquente. Dernier point, voilà, après, je l'ai vu tout de suite la question, charge de travail. Oui, clairement, c'est une charge de travail assez costaud. Les horaires sont très variables, beaucoup de déplacements. Il ne faut pas avoir peur de se déplacer, il faut aimer ça. Il faut être assez autonome. Faut être assez autonome dans son travail, assez entreprenant en fait, pour essayer de développer des missions. Mais clairement, après, vous développez une expertise. Pour finir mon intervention, et je prends les questions après, moi, les conseils que je vous donnerai en tant qu'étudiant. Cherchez pas à vous spécialiser sur un seul sujet immédiatement. Alors, ça peut marcher de temps en temps, évidemment, mais n'ayez pas peur d'être généraliste. Souvent, on a peur d'être généraliste et je vois, moi, les étudiants sur lesquels je fais des cours en N2, ils disent « j'ai l'impression de ne rien savoir faire ». Le but, surtout en sortant de Sciences Po, c'est de savoir comprendre ce qu'on peut faire, d'être capable de chercher, d'être capable de compléter, de s'auto-former. Et ça, c'est une garantie de carrière professionnelle. Si vous êtes curieux et vous cherchez toujours à vous auto-former, vous arriverez à rebondir. 2, c'est de vous investir dans la vie privée. Alors, quand je vous dis investir dans la vie privée, c'est-à-dire que votre carrière professionnelle ne repose pas que sur votre CV, que sur votre formation, que sur vos expériences professionnelles. Les investissements associatifs, les investissements même militants, et après politique ou pas politique, mais même militants, peuvent vous ouvrir aussi beaucoup de portes et vous donner l'expérience qui va vous servir dans le milieu professionnel. 3, et c'est peut-être pour vous décevoir, pardon, en gros, quand vous aurez fini votre Master 2, ce n'est pas la fin de la formation. En gros, aujourd'hui, on vous demande à toujours s'auto-former, continuer à vous former, à vous auto-former avec les outils en ligne, à vous spécialiser. Et comme on disait dans le témoignage précédent, vous pouvez en effet prendre des voies après. Ce n'est pas parce que vous sortez d'un master que ça y est, votre route est toute tracée. Au contraire, vous pouvez aller chercher d'autres projets et vous spécialiser sur les sujets que vous allez découvrir. Voilà. Les petits conseils que je donne. Et l'échec, ce n'est pas une fin en soi. Passez par là, ce n'est pas grave. Il faut le voir en mode toujours comme une chance. Qu'est-ce que vous apprenez de ça? Merci beaucoup du coup pour cette présentation. On a quelques questions encore. Du coup, je vais laisser Marie vous faire la transmission des différentes questions qu'on a eues. Comme ça, ça vous laissera. Il vous reste à peu près 8 minutes à peu près pour répondre aux différentes questions. Parfait. Oui, bonjour monsieur. La première question qui a été posée est la suivante. Est-ce que c'est compatible d'être dans la fonction publique sans être engagé politiquement, notamment pour trouver une mission? J'ai envie de dire qu'il y a plusieurs choix, et même si c'est en lien aussi avec la première, oui, clairement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'idées politiques, qu'on n'a pas un militantisme en quelque sorte, mais clairement, on peut développer la fonction publique sans être engagé politiquement. Au contraire, la question, comme je disais, que notre coopérative était apolitique, il n'y a pas ce côté pour gagner des marchés, il ne faut pas avoir ce côté-là. Après, il peut avoir la stratégie, en effet, d'être engagé politiquement et d'avoir des entrées dans des collectivités en fonction de leur étiquette politique, mais ce n'est pas une obligation et c'est plutôt une forme de stratégie. Mais pour ma part, je ne suis pas engagé politiquement, je n'ai aucune carte dans un parti et clairement, ça ne nous a pas empêché de développer une activité. Très bien, merci pour cette réponse. Une autre question était, qu'est-ce que vous a apporté le master dans votre métier? Je dirais surtout la généralité, le côté généraliste, je vous dis, ce n'est pas une faiblesse. C'est avec des approches de sociologie, avec des approches d'aménagement, d'urbanisme, avec des approches et des élus, quand vous arrivez dans le milieu,
en fait, finalement, vous comprenez quand même des choses. Vous comprenez des jeux d'acteurs, vous comprenez des jeux d'intervention. Et le master, il m'a permis d'avoir un bagage, on va dire, vraiment de réflexion et de positionnement sur les métiers. Après, le côté technique, vous l'apprenez sur le tas. Hein, en fait, vous l'apprenez. On ne peut pas vous apprendre un métier, par exemple, de conseil comme ça, même avec un master. Il faut mettre les mains dedans, hein, clairement, pour que ça fonctionne. Très bien. Je vais poursuivre avec une autre question en rapport avec un autre sujet. Y a-t-il des missions au sujet de l'urbanisme en lien avec le développement durable et le climat? Alors là, complètement. En plus, vous pouvez aller voir notre site internet pour voir les missions. Nous, on n'arrête pas. L'aménagement urbanisme aujourd'hui s'empare complètement des questions climatiques. L'intégration des aléas climatiques et toutes les obligations légales qui s'inscrivent dans des documents d'urbanisme. Ça va des SCOT, des plans locaux d'urbanisme, des schémas d'aménagement durable. Voilà, aujourd'hui, il y a une grande part des missions. C'est assez technique. Enfin, il faut peut-être se spécialiser sur des aspects techniques, cartographiques, le système d'information géolocalisée, les SIG. Mais clairement, aujourd'hui, il y a énormément de… Voilà, ça s'intègre. Alors après, je dis toujours, et j'en vois beaucoup de candidats dans le cabinet de conseil, faire de l'environnement, faire du développement durable, faut des fois avaler des couleuvres. C'est-à-dire que des fois, en face, vous avez des collectivités qui vont vous parler de développement durable, mais c'est loin d'être votre cas militant, clairement. Donc, il faut aussi se dire que c'est de l'avancement par petits pas. Vous mettez du développement durable, vous mettez de la transition, vous mettez de l'écologie dans des projets, alors qu'au final, au début, ce n'était pas forcément un cahier des charges. Tout le monde n'est pas militant aujourd'hui de l'écologie, par exemple. Ça, c'est clair. Il faut apporter des fois cette compétence. Alors, j'ai vu la question j'ai vu un truc sur le lobbying. Nous, c'est vraiment pas le lobbying. Nous, on nous demande des missions de conseil pratiques concrètes. On n'est pas lobbying d'une cause ou d'une fonction. On doit répondre à une mission. Quand un territoire dit « je veux développer des circuits courts », nous, on ne répond pas « c'est génial, il faut faire ça ». Il faut envisager ça. On leur dit comment il faut faire. Il y a combien de producteurs sur le territoire, il y a combien d'acteurs, ça peut faire quoi, ça coûtera combien. Enfin voilà, c'est vraiment du concret. Ce n'est pas du lobbying au sens avancer une cause, quoi. On a eu d'autres questions en parallèle avec celles qui sont sur le chat. Une par rapport au CIFRE. Est-ce que vous avez déjà fait une thèse en entreprise avec le CIFRE? Est-ce difficile à gérer en parallèle? Donc, c'est ce que je disais. Moi, j'ai réalisé ma thèse en CIFRE. Donc, je l'ai eue et je suis arrivé au bout. Quand on nous dit c'est impossible d'aller au bout, non, clairement, j'en suis l'exemple, même si on dit toujours que c'est difficile. Alors oui, c'est difficile. Clairement, mener une thèse en parallèle d'une activité professionnelle ou au sein d'une activité professionnelle, c'est difficile parce que vous avez du mal à être à 150% dans votre recherche. Néanmoins, vous avez un accès terrain qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'au final, je dis par rapport à une recherche plus académique, l'accès terrain, aller rencontrer les élus, rencontrer les acteurs, pouvoir faire les entretiens, ça donne un accès qui est quand même particulièrement privilégié. Et pour la preuve en est, aujourd'hui, en tant que gérant, j'accueille 2 doctorants en CIFRE dans notre coopérative. On a 2 chercheurs actuels qui réalisent leurs recherches et on a une 3e personne qui a soutenu l'année dernière et qui est allée aussi au bout de sa CIFRE sur les questions climatiques et sur les questions de compensation carbone. Donc, voilà, la preuve, c'est que ça fonctionne. La preuve, c'est qu'en plus, ces personnes-là s'insèrent professionnellement et aujourd'hui ont des parcours professionnels même très intéressants. Mais voilà, c'est un effort, j'ai envie de dire quand même un effort supplémentaire par rapport à une recherche qui est déjà un effort, parce qu'il faut savoir s'autogérer dans son temps et gérer la contrainte d'une activité professionnelle qui vous prend beaucoup de temps. La preuve, je l'ai menée en 5 ans, la thèse. Normalement, c'est 3. J'ai une dérogation pour passer ma 5e année, mais au-delà de 5, ce n'était plus possible. Bon, voilà, il faut passer quelques nuits, clairement, sur sa thèse pour que ça aille au bout. Pardon. Bon courage pour ceux qui devront passer quelques nuits aussi pour passer leur thèse. Du coup, on va terminer avec une dernière question que vous avez aussi sur le chat. Comment intégrer un cabinet de conseil et réussir l'entretien selon vous? Il semblerait que les entretiens soient complexes et sélectifs. C'est vrai. C'est vrai. Et pour vous dire, il y a du monde
qui postulent parce que le métier est quand même assez attirant. Moi, je dirais d'être humble. Vous avez un bagage théorique qui est quand même costaud. Il ne faut pas le ridiculiser en disant oui, je ne sais pas ce que je sais faire. Mais vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui de conseiller un élu demain en face à face, qu'est-ce que je dois faire pour tel sujet. Donc, il faut à la fois montrer que vous savez pas mal de choses, mais que vous êtes humble et que vous allez apprendre sur le terrain. Pour postuler un cabinet de conseil, pour moi, je reprends après mon parcours. Au début, il ne faut pas chercher à être consultant. Si vous voyez des offres de consultant en disant « je veux être consultant », ça peut être un objectif au bout de 2-3 ans de première activité professionnelle, mais moi, je vous conseillerais d'entrer par le côté chargé de mission, d'être un peu en back-office de toutes ces missions-là pour apprendre sur le terrain et de mettre en avant 1 à 2 thématiques sur lesquelles, parce que vous avez fait votre mémoire, parce que vous avez fait votre stage, qui peuvent apporter quelque chose au cabinet. Et votre fraîcheur, puisque des fois, vous avez besoin aussi d'apporter un peu de jeunesse, des fois, dans les cabinets de conseil. Merci beaucoup du coup pour cette présentation et pour toutes les réponses aux étudiants. On rappelle que s'il y a d'autres questions, voilà, vous pouvez les laisser sur le chat ou à l'adresse email que Marie vous a indiquée. Merci encore, monsieur, et je vais maintenant laisser la parole à Mégare. Pas de souci, merci. À Madame Mégare, si vous m'entendez. Je vais vous laisser la parole, pareil, pour une vingtaine de minutes, et ensuite, il y aura la retransmission des questions. Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé là de parler de la communication publique et de la démocratie participative. Compte tenu de mon profil que je vais vous expliquer rapidement, ce sera plus communication publique que démocratie participative. Je suis personnellement la fondatrice et la présidente d'un réseau professionnel qui s'appelle Capcom et qui réunit au fond tous les professionnels de la communication dans les collectivités territoriales et ce qu'on appelle la sphère publique locale, c'est-à-dire à la fois les collectivités bien sûr, mais aussi les organismes de logements sociaux, les chambres de commerce et d'industrie, enfin tout ce qui appartient au monde public dans les territoires. Les SEM, les syndicats de différentes spécialités, les établissements qui s'occupent d'eau, d'électricité, etc. Enfin, tous les établissements publics possibles et imaginables. Et Dieu sait qu'il y a une diversité très importante de ces établissements publics. Dans l'ensemble de ces établissements, maintenant, et aussi dans les collectivités, en particulier depuis qu'il y a eu la deuxième loi de décentralisation qui a créé les communautés de communes, il y a des chargés de communication dans l'ensemble des territoires, avec y compris les territoires ruraux. Des services communication qui peuvent être très importants, le plus important en nombre. Il y a quelques années, je crois que maintenant la bête a un peu maigri, mais était le Conseil général du Nord, puisque c'était avant qu'il s'appelle le Conseil départemental, le Conseil général du Nord qui avait un service de 60 personnes, dont une quinzaine était affectée à l'imprimerie, mais le reste pouvait être des chargés de communication. Les différents métiers qui sont représentés dans la communication publique, ça peut être les directeurs de communication qui ont la responsabilité d'un service communication, mais aussi des chargés de communication qui en général maintenant et de plus en plus travaillent par projet, et puis des graphistes, des photographes, des journalistes, des chargés de publication, tout un ensemble de métiers liés au multimédia, des webmasters, des animateurs de réseau, j'ai un trou sur le nom, etc. Enfin bref, tous les métiers du numérique sont très, très, très souvent inclus et rattachés à la direction de la communication ou au service communication, le service communication n'étant pas forcément une direction.
Pourquoi? Parce que les métiers de communication au sein de la fonction publique territoriale sont des métiers extrêmement récents. Quand le réseau que je préside et que j'ai fondé aujourd'hui va fêter ses 32 ans, donc ça vous ramène bien avant votre naissance, jeunes gens. Et donc, quand on a fondé ce réseau, en gros, les formations à la communication n'existaient absolument pas, et encore moins, bien entendu, les formations à la communication publique. Il y avait quelques prémices avec le CELSA et à la Sorbonne un master qui ne s'appelait pas master à ce moment-là. C'était une époque où la communication commençait à monter, à s'affirmer. On commençait à dire que le lien avec le citoyen et la façon de l'informer était importante. Car la communication des collectivités territoriales est d'abord née de l'information et elle est née aussi d'un devoir des élus. Les élus sont élus et ils ont un devoir de rendre compte de leurs actions aux citoyens qui les ont élus. C'est de là qu'est née la communication publique territoriale, d'abord de ce devoir de rendre compte, qui est donc une fonction d'information des citoyens sur ce que fait une collectivité ou un organisme public. Donc l'information a été à la naissance de la communication publique, qui est aujourd'hui, bien entendu, beaucoup plus vaste. Pour revenir simplement à ma fonction actuelle, je suis donc présidente fondatrice de ce réseau Capcom, autour duquel on estime que gravitent environ 25 000 professionnels de tout niveau professionnel, du DIRCOM au simple chargé de com ou photographe ou graphiste dans les services communication. Cette sphère est donc devenue très importante. Quand j'ai fondé Capcom, auparavant, je présidais une association de communication qui réunissait une trentaine de responsables de communication, lesquels avaient au maximum 2 ou 3 personnes dans leur service. C'est juste pour vous. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est pour vous montrer la jeunesse de ce métier de la communication au sein des collectivités, et qu'il peut y avoir parfois même des conflits de génération sur la reconnaissance de la communication comme une compétence et comme un service public au sein des collectivités. C'est une question qui est très souvent soulevée, de la légitimité de la communication comme étant celle d'un service public à part entière et indispensable aux politiques publiques et à l'action publique. Bien entendu, je suis convaincue que c'est indispensable. D'autres le sont beaucoup moins, puisque la communication peut être taxée de dépenses de luxe, très souvent, dans les collectivités, et je pense que c'est une erreur absolue que de prétendre ça. En termes de métiers, donc on a vu au fil des années naître tous ces métiers, et en particulier vous retrouverez sur le site du CNFPT la description des différents métiers auxquels le réseau Capcom et moi-même, quand j'étais en fonction, puis mes successeurs aujourd'hui, ont participé à une définition des métiers de la communication qui comporte au moins 6 métiers, voire plus maintenant, mais qui est une définition des métiers qui est très récente, puisqu'elle date d'une quinzaine d'années au maximum, pour figurer dans le répertoire des métiers de la fonction publique territoriale. Le réseau Capcom, lui, est né du besoin justement d'une qualification et d'un métier récent d'échange de pratiques, ce qu'on appelle en pays anglo-saxon de bonnes pratiques, et qui est quelque chose qui fonde aujourd'hui de nombreux événements ou échanges ou salons, etc. Donc, échange de bonnes pratiques, le réseau est né d'abord de ça, et du besoin d'échange de bonnes pratiques, et à partir de ce besoin d'échange de bonnes pratiques, du besoin d'observatoire et d'analyse de ce qui se faisait ailleurs, et qui ont permis
une définition de ce qu'est la communication publique aujourd'hui. C'est en même temps que grandissait, enfin que se forgeait donc ce métier, sont nées des formations, dont celle de Lille aujourd'hui qui s'appelle Communication publique et démocratie participative, mais il y en a d'autres dans les universités. Effectivement, on a vu jaillir des masters qui, comme à Toulouse, s'appellent Communication publique et territoire. D'autres à Rennes, je ne sais plus, communication publique et numérique, je crois, des choses comme ça. Et donc, chaque fois, la mention de la communication publique est une spécialité qui s'ingère dans soit des masters de formation, comment dirais-je, des masters de formation de la fonction publique, enfin des métiers publics, soit des masters de formation qui sont liés aux journalistes ou à la communication directement. Et puis le vôtre est rattaché aux sciences politiques. Mais les livres que j'écris, moi, sont rattachés pour les éditions d'UNO. La communication est rattachée aux sciences de gestion. Et à l'université d'Aix, la communication publique est rattachée uniquement à la fonction de marketing territorial. Ça, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'il y a différentes approches de la communication et qui sont des définitions différentes en fonction justement des contextes et des universités, et des convictions des uns et des autres. Et je voudrais donc simplement souligner qu'aujourd'hui, les communicants, quand on a fait au sein de Capcom, parce que le réseau a une fonction, j'allais dire, a une triple fonction aujourd'hui. Ce réseau, donc, qui est né des gens de pratique, organise chaque année l'équivalent d'un grand congrès qui s'appelle le Forum Capcom. Et ce forum réunit environ 1000 professionnels, dont une grande part de directeurs de communication. Et ce réseau professionnel qui est organisé désormais sous forme de coopérative et animé par un comité de pilotage qui est composé à la fois de directeurs de communication, d'universitaires, de responsables d'organismes comme de responsables de communication d'associations d'élus, comme l'Association des maires de France, pour reprendre un exemple, et également d'agences, bien entendu, et de consultants, car il existe, comme le consultant que vous avez eu en matière urbanistique tout à l'heure, des consultants en communication, bien entendu, existent également et arrivent en conseil des responsables de communication, des élus ou des services communication. Pour montrer, et donc juste pour finir sur le réseau, donc il est organisé en coopérative, il est animé par ce comité de pilotage qui compte une centaine de personnes. On a eu tout à l'heure dans la matinée un comité de pilotage en visio qui en a réuni 45 sur les 100, ce qui est très intéressant puisque tous sont en fait en fonction aujourd'hui et quand ils prennent le temps de venir à un comité de pilotage ou d'assister à un comité de pilotage, d'intervenir, ils le prennent bien évidemment sur leur temps de travail. Échange de pratiques, reconnaissance aussi donc du métier au sein des organisations et dans la fonction publique territoriale. Définition, je l'ai dit déjà tout à l'heure, et puis aujourd'hui, le réseau a également une fonction d'observatoire à travers des compétitions qu'on appelle les prix, le prix de la presse territoriale et le Grand Prix Capcom, qui est actuellement en fin de compétition et qui sera révélé en ligne le 10 décembre. Si vous voulez vous brancher sur le site cap-com.org, vous aurez le 10 décembre l'ensemble des résultats du prix. Et puis j'espère que les étudiants auront leur propre palmarès et ce sera très intéressant de
confronter le palmarès des étudiants de Lille avec celui des différents jurys qui ont examiné ces campagnes avant vous. Et il a aussi, le réseau a une fonction d'étude et d'analyse, avec des études qui peuvent être l'étude du métier, qui a déjà 3 ans, donc celle-ci commence à dater un peu. On l'a fait à peu près tous les 4 à 5 ans pour voir comment évolue ce métier et qu'est-ce que cela représente. Mais vous pouvez trouver en ligne ces études et ces enquêtes sur le métier de communicant, et je pense que pour vous, c'est intéressant de voir à quoi correspond un profil de communicant, sachant par exemple que la plupart des communicants ont tous un bac, je crois à 80%, un bac plus 5, voire 6, pour des salaires qui ne sont pas, sont pas ceux que vous annoncez le consultant tout à l'heure. J'ai entendu qu'il disait une moyenne de salaire à 3005. Vous enlevez 1000 à peu près quand vous êtes dans un organisme public pour un chargé de com au démarrage, ça me paraît évident. Mais vous avez les échelles de salaire qui figurent dans cette étude qui est donc en ligne sur le site cap-com.org. Il y a également donc des études et des enquêtes et aussi des analyses. On vient de publier, et je crois qu'il est très accessible, mais sur son site même, puisqu'il y a un site pour cette étude qui vient de sortir, qui est le baromètre 2020 de la communication locale, où on voit comment est-ce que les citoyens, les gens comme vous et moi, s'informent en matière locale et quelle est la puissance de frappe ou pas des supports des institutions locales et des collectivités. Donc je vous conseille d'aller voir ce baromètre de la communication locale et comment on s'aperçoit que en fait, le premier vecteur de communication, d'information des gens dans les villes ou dans les communes et autres est souvent le journal de la collectivité, voire le journal municipal, ce qui est assez amusant, mais ça reste un vecteur d'information locale très intéressant, avec une discussion aujourd'hui entre le fait que le journal d'information locale, le journal municipal, est devenu beaucoup plus un vecteur d'information généraliste sur le territoire que seulement la voix de son maire, sauf actuellement où, comme les élus sont des nouveaux élus, ils ont envie de montrer leur trombine partout. Et donc là, on avait des DIRCOM qui, au sein du comité de pilotage tout à l'heure, nous disaient que actuellement, ils sont dans la période difficile pour les responsables de communication, qui est celle d'élus qui ont envie de se faire connaître et qui mélangent un peu les gens en voulant transformer le journal en leur journal plutôt que en ce qui devient petit à petit et assez vite au fil des années le journal du territoire, ce qui n'enlève pas du tout sa dimension politique, mais qui permet de présenter des projets au lieu de s'attacher aux hommes qui les font. Et donc de rentrer dans le politique par la notion de politique publique plutôt que par la notion, par le maire et ses adjoints. Ensuite, donc, le réseau, je l'ai dit, organise le forum annuel qui réunit à peu près 1000 personnes et des événements qui sont des événements ponctuels comme les rencontres de la communication interne qui montrent une des spécialités qui existent aujourd'hui dans le monde de la communication des collectivités, ou les rencontres de la communication numérique qui montrent une autre spécialité et qui analysent les pratiques dans un autre champ, une autre spécialité de la communication publique aujourd'hui. Je voudrais juste vous rappeler sur ce que font les services communication rapidement. Qu'est-ce que fait un service communication quand il est dans une collectivité, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille? Un service communication, d'abord, il gère, administre, anime, fabrique, compose, construit tout ce qui est média dans une ville, que ce soit des médias papier, comme le journal dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais que ce soit aussi
les sites Internet avec leurs différentes manières d'être ou de faire, et aussi l'ensemble des réseaux sociaux qui sont rattachés à une collectivité, les Facebook, Instagram et Twitter, de l'ensemble de la collectivité. Donc, qui sont des prises de parole un peu différenciées. Et donc, le métier de directeur de la communication est donc dans la coordination de l'ensemble de ces médias et dans la réflexion stratégique sur qu'est-ce qu'on veut faire avec quels médias, comment est-ce que ça se passe, avec qui on s'adresse et pourquoi on s'adresse à lui de telle et telle façon, de telle et telle manière. Donc, animation, construction, fabrication des médias. La deuxième chose que fait un service communication, ce sont des campagnes de communication, des campagnes qui peuvent être attachées soit au tri des déchets, à la propreté dans la rue, à la présentation des compétences d'une institution ou du personnel d'une institution. Qu'est-ce que fait une ville, qu'est-ce que fait une communauté de communes, qu'est-ce que fait une communauté d'agglomération, donc à travers des campagnes qui sont des campagnes de communication. Elle fait aussi de la communication en matière culturelle, en matière d'équipement, en matière sportive. Elle fait la communication de la construction urbaine, de tout ce qui est relatif au quartier ou autre. Et dans le cadre de ces communications diverses et variées, c'est là qu'intervient la démocratie participative. Elle accompagne en communication les montages de démocratie participative, c'est-à-dire que dans un quartier qui est entièrement renouvelé, par exemple, ou qui est construit, comme prenons le quartier des Confluences à Lyon, mettons, sur le quartier des Confluences, les services communication ont travaillé à la fois la ville, la métropole, et la SEM qui gère la construction des confluences pour présenter à la fois comment est composé ce quartier, quelles sont les échéances de construction du quartier, mais aussi de faire en sorte que les habitants participent à la mise en place de services publics, à l'aménagement urbain. Comment est-ce qu'on va aménager un espace public? Comment est-ce qu'on aménage l'espace public? Fait souvent l'objet de concertation et à ce moment-là, la communication intervient soit en général pour informer sur le fait qu'il va y avoir concertation et comment est-ce qu'elle va se passer, et aussi généralement sur les modes d'animation de la concertation. Très souvent, ce sont les responsables de communication qui travaillent aussi sur cette animation de la concertation ou de la démocratie participative. Madame, je me permets d'intervenir pour vous dire qu'il reste 2 minutes pour vous mettre les questions. On peut déborder un petit peu pour vous prévenir qu'il ne reste pas beaucoup de temps sur l'intervention. Bon, donc je suis trop longue. Donc voilà, je ne sais pas par ailleurs. Donc pour finir sur ce que fait un service communication, il fait aussi le lien, très souvent il s'occupe de communication interne, il fait donc le lien entre les services, les agents et les citoyens. Et donc la vocation de la communication publique est de faire le lien entre une institution, des élus, une administration et les citoyens et les usagers de services publics. Et une des discussions fondamentales qui existent dans le champ de la communication, c'est de savoir si on parle aux usagers, si on parle aux citoyens, si on parle dans le champ de la communication publique comme un service public et comme une politique publique, et pas comme souvent on l'accuse, ne pas confondre avec la communication politique ou la communication électorale. Écoutez, j'en ai terminé pour l'instant. Je vais me livrer je suis prête à répondre à vos questions. Il y a aussi des questions de statut au sein des collectivités, bien évidemment, qui sont liées à l'exercice de ce métier, car on peut être ou contractuel ou fonctionnaire quand on est au sein du service communication. Marie, je te laisse prendre la parole. On va poser une question, je pense, et on résumera les autres pour oui, parce que je vois qu'il y en a 20, c'est ça? Il y en a pas mal. Vous avez suscité beaucoup d'intérêt, donc il y a eu beaucoup de questions.
Marie, tu veux prendre la parole pour Alors, en transmettre une? Du coup, je vais prendre une question qui peut-être regroupera plusieurs questionnements sur des conseils qu'on pourrait donner à des jeunes et des étudiants qui sont intéressés par la communication publique, mais aussi les difficultés pour faire sa place dans ce secteur. Et puis peut-être en même temps, il y aura un lien avec les études que vous avez faites avant d'arriver dans ce domaine de la communication publique et démocratie participative. quels sont les conseils que je peux donner, c'est ça, pour travailler dans ce secteur? Les conseils, oui, il y a des jeunes qui souhaitent s'orienter dans ce secteur, qui n'ont pas forcément d'expérience et qui se disent qu'il y a peut-être aussi des difficultés à y faire sa place. Vous êtes en master, donc le master est une excellente porte pour rentrer dans le secteur de la communication. Alors, beaucoup d'étudiants en ce moment qui nous regardent sont soit en licence 1, licence 2, licence 3, master. Donc, vous avez vraiment un large panel de niveaux d'études. Alors, pour rentrer, sans passer par le master, pour rentrer dans le milieu de la communication publique, ce que je conseille éventuellement, c'est de faire une licence professionnelle. Il en existe d'excellence qui amène au poste de chargé de communication. Et puis ensuite, une fois qu'on est en poste de chargé de communication, on peut bien évidemment progresser, changer, etc. Il y a les façons d'entrer dans les postes de communication, c'est de se frotter à la réalité et d'essayer de rentrer soit en stage, soit sur un poste, sur un emploi. Il y a un espace emploi sur Capcom qui vous montre. Mais il faut acquérir des compétences en communication, que ce soit dans le champ du numérique ou dans le champ technique. C'est pour cela que la licence pro, pour moi, est quelque chose d'extrêmement intéressant pour accéder assez rapidement au monde du travail, parce que ça va vous donner de réelles compétences dans la fabrication des supports, dans la rédaction, dans les choses comme ça. Très important, à mon sens, pour accéder au métier de la communication, c'est d'avoir une vraie envie de lien et d'expliquer, un peu de pédagogie, et puis aussi le sens de la relation. Enfin, avoir envie d'être en empathie avec le public et avec les gens. Être à l'écoute pour pouvoir mieux transmettre. Mais c'est un peu les mêmes compétences de ce point de vue-là que les journalistes, quoi. On est voilà, dans l'information, dans la relation, donc il faut savoir écouter pour mieux redonner à voir ou à entendre ou à comprendre à travers l'écriture, la vidéo ou l'image ou quoi que ce soit. Et pour rentrer dans le métier, répondre à des annonces d'emploi, faire des stages, y compris en agence. Je vous ai parlé tout à l'heure des agences et des consultants. Ceux-là sont à la recherche de stagiaires, très souvent, de façon courte ou longue. Et ça me paraît, moi, un excellent moyen de se constituer des réseaux, puisque malgré tout, mais comme dans tout métier, la façon dont on se met en relation avec le monde qu'on a envie d'aborder compte, quoi. Il faut essayer de faire des stages et voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, si vous voulez affiner le questionnement. Si, mais du coup, peut-être que cette deuxième partie peut y répondre. Est-ce qu'il est possible peut-être que vous reveniez plus en détail sur votre propre parcours universitaire, vos études? Alors, ma formation initiale, à moi, ça a été du droit public et du journalisme, du droit public et de la sociologie. J'ai fait une licence de sociologie, une maîtrise de droit public, et ensuite, je suis rentrée par concours au Centre de formation des journalistes de Paris. J'ai donc été journaliste, et en particulier journaliste après la sortie de l'école. J'ai choisi d'être journaliste dans un territoire qui était un territoire rural, et de faire une fonction de journaliste polyvalente dans un média local, tout en travaillant pour Le Monde sur la fabrication des pages régions, etc., puisque j'étais en lien à ce moment-là avec les équipes du Monde et la création des pages régions du Monde. Et puis ensuite, à la suite
de la naissance de mes enfants, puisque j'étais à ce moment-là une jeune femme, j'ai fait des piges. Et dans les piges que j'ai fait des piges spécialisées sur des supports qui étaient des supports urbains ou économiques qui m'ont mis en lien avec le monde des collectivités. Et un jour, quelqu'un m'a appelé pour rentrer dans une collectivité pour faire le journal d'une ville de 30 000 habitants. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans ce qu'on appelle aujourd'hui la communication publique. Et si les directeurs de communication ou les responsables de communication d'aujourd'hui, les itinéraires sont extrêmement variés. Voilà, c'est parfois une question d'opportunité. On arrive là parce que par curiosité ou par intérêt pour la chose publique, pour l'information. 30% des gens qui sont en fonction de communication aujourd'hui ont commencé par être journalistes, que ce soit journaliste radio ou journaliste écrit. Et une petite vingtaine de pourcents ont d'abord fait des études de communication pour être communicants dans des agences. D'accord, merci pour ces précisions. On a une question un petit peu différente qui est quel est le lien entre communication publique et démocratie participative? Pouvez-vous en dire plus sur la démocratie participative? Alors, sur la démocratie participative, je vous ai dit d'emblée que ça n'était pas mon champ de compétences le plus important. Ce qu'on appelle démocratie participative, c'est la façon dont les citoyens peuvent participer à la vie publique locale et participer au projet politique d'une ville. Je vous ai parlé tout à l'heure de la démocratie participative en matière urbaine, où on interroge les gens sur les aménagements ou sur les espaces publics, qu'est-ce qui est opportun ou pas de faire. On peut aussi interroger les gens sur des tas de choses. Il y a les comités de quartier, on donne les budgets participatifs aussi. On donne une somme à des personnes pour qu'elles fassent leur propre projet dans leur quartier ou dans leur ville sur la base d'un budget qu'ils gèrent eux-mêmes et qui est donné par la ville ou la communauté de communes ou d'agglomération. On leur donne des compétences. Et la démocratie participative, c'est tous les modes de participation. Et alors, il y a beaucoup de discussions sur qu'est-ce que veut dire la démocratie, sur le niveau de démocratie participative que l'on peut avoir. Est-ce qu'on est justement dans la participation? Simplement, on participe à la vie de la collectivité par différentes instances de participation, les conseils de jeunes, les conseils de quartier, les instances de réflexion, les ateliers urbains, toute une série de choses qui peuvent exister, où on choisit d'être présent en tant que citoyen. Et puis, il y a beaucoup de discussions sur le fait que, pour autant, ce ne sont pas les citoyens qui forcément décident, sauf dans le cadre du petit budget participatif qu'on leur confie, mais ce n'est pas eux qui vont être décisionnaires à la place des élus. Les élus peuvent être à l'écoute de ce que leur racontent les citoyens, mais la responsabilité de la décision, quelle qu'elle soit, revient à ceux qui en ont le pouvoir, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de décision. Je ne suis pas la meilleure en démocratie participative parce que je n'ai pas moi-même travaillé sur la démocratie participative de façon récente. Mais le lien entre communication publique et démocratie participative, c'est souvent que la communication essaye de rendre extrêmement vivante et vivace la démocratie participative, et en particulier en trouvant des modes pour faire rentrer les citoyens dans les instances de démocratie ou pour mener des grandes enquêtes. Toutes les méthodes d'études et de sondage sont souvent qui peuvent être aussi utilisées. Et ce sont souvent les services de communication qui pilotent ce genre d'exercice. Et la communication sert à faire connaître ce qui existe en matière de démocratie participative.
Merci beaucoup, Madame Mégard, pour votre intervention, pour la réponse à vos questions. On a noté les questions qui n'ont pas pu pour l'instant être posées, mais on va malheureusement devoir passer à la suite si on ne veut pas trop déborder. Merci en tout cas à vous Voilà. pour avoir répondu positivement Si vous sur souhaitez votre présentation. des questions par mail et que je réponde par écrit aux questions qui sont posées, je vous les retransmettrai et vous pourrez les rediffuser. Je ne sais pas ce que vous avez comme mode de diffusion, mais c'est Oui, aussi... pas de souci, on vous transmettra ça, les différentes questions qui nous seront transmises et on restera en contact pour vous donner tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais maintenant donc présenter rapidement les différents partenaires de nos parcours pour que vous puissiez avoir une idée des structures qui peuvent accompagner. Ce sera donc l'objet d'une petite pause et après il y aura également l'intervention du groupe budget pour la taxe d'apprentissage avant de reprendre avec l'intervention pour le parcours Affaires européennes. Donc pour nos différents partenaires, vous allez avoir l'accès notamment sur Moodle aux différents partenaires qui existent. Sur la slide suivante également, les différents logos de nos partenaires. Voilà, que ce soit pour les parcours CPDP, IPPU, et qui peuvent notamment donner lieu à des stages ou aussi à des prises de contact. Voilà, donc différents exemples pour nos parcours. Voilà. Donc maintenant, nous allons donner la parole au groupe budget avec Camille Boré et Mohamed Touré. Voilà, donc je vous laisse prendre la parole avant que nous coupions pour une petite pause. Oui, merci Marie-Lou. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Camille et je voudrais déjà remercier le groupe partenaire de nous avoir laissé ce petit créneau pour présenter notre projet. Donc, je suis étudiante en master de sciences politiques à l'Université de Lille en affaires européennes, donc comme dans le master comme mes camarades. Donc, j'interviens aujourd'hui dans cette conférence organisée par mes camarades du groupe partenaire pour vous présenter un projet du coup inhérent à notre cursus qui concerne la perception de la taxe d'apprentissage, puisque nous avons en effet pour but de créer une plaquette de présentation de notre master d'ici la fin de l'année. Et donc par cet intermédiaire, nous souhaitons valoriser les projets qui peuvent être réalisés par cette taxe. Donc néanmoins, nous pouvons déjà vous présenter ce flyer aujourd'hui, même si la plaquette ne sera prête qu'en fin d'année. Ce flyer représente une format un peu réduite de la plaquette pour que nous puissions vous la présenter aujourd'hui. Et donc pour vous parler un peu de la taxe, elle est due en fait pour toute entreprise soumise à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Et elle permet aux entreprises de financer l'apprentissage et des formations technologiques et professionnelles. Et comme chaque entreprise peut donc verser cette taxe aux formations éligibles, c'est pour ça que nous venons ici vous présenter notre projet pour un peu vous parler de pourquoi la verser spécifiquement au Master Sciences Politiques de l'Université de Lille. Et donc je laisse la parole à Mohamed Touré pour la suite. D'accord. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Donc je vais vous montrer en quoi ce serait intéressant de verser la taxe d'apprentissage pour notre master. Donc déjà, un des avantages de notre master, c'est qu'en fait, il a plusieurs parcours très diversifiés. Donc, il y a par exemple Action humanitaire qui forme au travail dans les ONG. Il y a aussi le master en ingénierie des projets et en politique urbaine, donc qui prépare à certains emplois, bon, comme c'est indiqué en ingénierie urbaine, avec qui vise une entrée plus ou moins directe sur le marché du travail. Et d'un point de vue scientifique, notre master a l'avantage d'être adossé au CERAPS, qui est attaché au CNRS, ce qui donne un ancrage scientifique à notre master. Donc, par exemple, le parcours recherche dans lequel je suis permet de former de futurs enseignants ou bien de futurs doctorants. Durant la deuxième année de notre master, nous réalisons également des projets collectifs en réponse aux demandes de certains partenaires, notamment avec le conseil régional, la mairie de Lille ou encore des ONG. Donc, ce sont des expériences de professionnalisation
complémentaires qui sont très appréciés par les futurs recruteurs. Donc la taxe d'apprentissage, le versement serait aussi l'opportunité de renforcer les partenariats avec notre master qui pourrait profiter à tous les étudiants, donc en tant que futurs professionnels qu'ils sont. Donc pour vous donner un exemple concret, avec la taxe d'apprentissage, il y a notamment les voyages d'études qui sont organisés dans le master Affaires européennes à Bruxelles, ou encore la semaine de formation organisée en partenariat avec un think tank URD qui propose aux élèves de l'action humanitaire. Donc, une perception plus importante de la taxe nous permettrait vraiment de renforcer les partenariats existants et aussi de pouvoir en nouer de nouveaux, parce que notre objectif, c'est donc d'étendre et aussi de diversifier nos partenaires. Et nous sommes convaincus qu'en versant la taxe d'apprentissage, vous pourriez nous aider à atteindre cet objectif. Merci. Et très rapidement, du coup, je termine par le point un peu plus technique, mais néanmoins important, puisque si vous souhaitez verser la taxe d'apprentissage à notre master, il vous suffit juste de vous rendre sur la page dédiée à la taxe d'apprentissage sur le site de l'université. Vous choisissez ensuite la composante de l'Université de Lille que vous souhaitez soutenir, c'est-à-dire la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, et plus spécifiquement le master des sciences politiques. Ensuite, vous complétez le générateur numérique de promesses de versement afin de faciliter l'édition et l'envoi de votre reçu fiscal. Dès réception de votre promesse, vous recevrez les coordonnées bancaires de l'Université de Lille. Vous effectuerez soit votre virement ou l'envoi de votre lettre chèque à l'ordre de l'agent comptable de l'Université de Lille. Et l'Université de Lille vous adressera du coup directement votre reçu fiscal. Tout ça sera bien sûr expliqué sur le site. Je vous remercie de votre attention et je remercie encore une fois le groupe partenaire de ce petit créneau. Merci à tous. Merci Camille, merci Mohamed. On vous donnera évidemment toutes les informations liées aux flyers sur le Moodle de la conférence et aux intervenants qui le souhaitent, on peut également le transmettre en pièce jointe. On va couper, pour une petite pause, on va laisser la conférence ouverte, mais pour une petite pause de quelques minutes. Et je m'excuse par avance pour le retard, les quelques minutes de retard qu'on a pour les intervenants suivants. On va reprendre vers 45 à peu près, c'est vraiment histoire de couper un petit peu. Et on reprendra avec le parcours Affaires européennes, pour ceux qui ne sera pas enregistré. Voilà. Donc, à tout de suite.